Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Info.tox. Nous sommes le 3 janvier 2017, ça y est, nous avons passé le cap de la nouvelle année, donc bonne année à vous tous, bonne santé, prospérité. Je dis bonne santé parce que c'est la seule chose qui peut encore paraître être la plus importante pour la nouvelle année en matière de vœux, parce que pour le reste, on peut dire que l'année 2016, finalement, se termine comme elle a été, c'est-à-dire une véritable catastrophe, et je pense sincèrement qu'avec toute la meilleure volonté du monde, on ne peut qu'envisager que l'année 2017 risque d'être aussi pire. Pourquoi? Tout simplement parce que au fil des vidéos, au fil de ce blog, vous avez pu voir que les dernières semaines de décembre ont été très riches en matière d'événements, et des événements qui ne sont pas totalement anodins. Alors, on va tout de suite voir un petit peu ensemble ce qui aujourd'hui constitue des données essentielles pour ce début d'année 2017 et qui risquent fortement d'être non sans conséquences pour les mois à venir. On va commencer d'abord par ce que je vais appeler cette crise de nerfs de Obama. Alors, crise de nerfs d'Obama, pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le savez, aux États-Unis, on est en train de monter toute une affaire sur les soi-disant espionnages russes, les piratages russes, qui auraient permis d'extraire des mails qui ont été utilisés par la suite par l'intermédiaire de Wikipédia. Je rappelle que lorsque cette affaire des mails, et plus particulièrement d'un des directeurs de campagne, je crois, de Hillary Clinton, lorsque le Wikipédia donc, a émis ces mails-là, on a déjà commencé à parler de l'idée que ces informations, ces données, auraient été exfiltrées par les Russes et ensuite données à Wikipédia. Alors que, au sein même de Washington, on a certains cadres qui ont exprimé leur opinion, en disant que ce n'était pas possible, qu'ils avaient plus la conviction de se dire que ces données avaient tout simplement été exfiltrées par des cadres de la CIA et peut-être du FBI. Tout simplement parce qu'au sein de ces administrations, vous avez une certaine guerre, une guerre d'opinion entre les pros et les anti-Hillary Clinton. Ce qui a causé d'ailleurs, à quelques jours avant l'élection du 8 novembre, cette intervention du FBI, du directeur du FBI, comme quoi il voulait réouvrir une enquête sur les fameux mails d'Hillary Clinton, et qui au final n'a rien apporté de plus sur l'affaire. Mais on essaye de faire comprendre aux Américains que c'est ces révélations qui ont nui considérablement à l'image d'Hillary Clinton et peut-être empêché sa victoire. Alors qu'en réalité, beaucoup d'experts ici aux États-Unis le disent, que en effet l'affaire des mails a été une affaire qui a peut-être entaché un peu je dirais la progression de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton, mais ce n'est pas ce qui a causé la perte d'Hillary Clinton. Ce sont un ensemble de choses, c'est un ensemble d'arriérés, de casseroles, comme on dit, et c'est surtout aussi parce qu'il y a une prise de conscience de la part d'une certaine population américaine qui jusqu'à présent croyait que c'était une population, je dirais, docile, petit mouton, prêt à suivre tout ce qu'on dit, qui est en train d'un petit peu de prendre conscience que finalement, démocrates ou républicains, ils se sont fait avoir de A jusqu'à Z. Donc voilà, c'est un ensemble de phénomènes qui expliquent la victoire de Donald Trump sur Hillary Clinton. Mais étant donné que nous avons des démocrates qui sont la vitrine de l'establishment, de l'État profond aux États-Unis, ils sont des mauvais joueurs, ils sont très mauvais joueurs, et ils essayent tout simplement maintenant de pourrir la situation. Et Obama, en l'espace de quelques semaines, alors que encore début décembre, il était en train de faire son golf pendant que on était en train, vous aviez par exemple, vous aviez fin novembre, début décembre, vous aviez quand même la réunion de l'OPEP sur certains principes pour essayer de stabiliser les productions de pétrole, etc. Pendant ce temps-là, M. Obama était en train de faire un golf. Puis tout d'un coup, paf, il ressurgit comme ça à quelques encablures de la fin de son mandat, et il est en train de faire tout simplement une vendetta. Alors c'est une vendetta qui est clairement contre Trump,
tout simplement parce qu'il veut pourrir les situations et les relations avec la Russie. Donc on est dans cet état d'esprit de dire c'est la faute des Russes, tout est de la faute des Russes. Et finalement on en est même réduit aujourd'hui avec des médias qui soutiennent cette version. On a l'impression quand on regarde les médias aux États-Unis que finalement les Russes sont en train d'espionner tous les Américains. C'est un peu ça, c'est un peu le sentiment qui ressort. Alors qu'il y a quand même des gros couacs. Un des couacs, par exemple, qui donne la puce quand même à l'oreille de certains Américains avertis, on va dire, hein, un petit peu renseignés, un petit peu qui prennent plus aujourd'hui comme argent comptant, et d'ailleurs je vais y revenir dans quelques instants sur la relation qu'il y a aujourd'hui entre les Américains et les médias aux États-Unis. Vous avez le Washington Post, par exemple. Vous avez peut-être certainement vu dans le blog, vous avez le Washington Post, qui est réputé, pour ceux qui connaissent la presse américaine, comme étant un organisme très, on va dire, très aligné sur les positions de l'establishment de Washington. Et qui a balancé un article en disant que, ça y est, regardez, les Russes ont encore fait un piratage. Apparemment, il y aurait eu un piratage il y a quelque temps sur un ordinateur qui fait partie d'un réseau dans une petite ville dans le Vermont, du réseau électrique américain. C'est-à-dire que les Russes ont infiltré le réseau électrique américain. Sauf qu'il s'est avéré que lorsque l'information a commencé à être relayée, certains ont commencé à poser la question du oui, mais donner la suite, c'est-à-dire que donner les informations qui vous permettent de dire ça. Sauf que le problème, c'est que Washington Post a été incapable de fournir des informations complémentaires. Pire, vous avez eu et c'est ce qui a déclenché d'ailleurs le petit encas qui a été rajouté à cet article, au début de l'article, au Washington Post, comme quoi il y a un des responsables donc, du réseau électrique qui a fait un communiqué qui a dit que non, c'était des conneries, purement et simplement, c'était des conneries, tout simplement parce que l'ordinateur impliqué n'est pas relié au réseau Internet, si on peut appeler Internet comme ça. Donc il est impossible que cet ordinateur soit infiltré par les Russes, et qu'il n'y a actuellement aucune preuve, aucun fichier qui puisse déterminer qu'il y a bien eu pénétration du système, pénétration du réseau par un piratage, même piratage quelconque, hein, pas spécialement russe, mais quelconque. Donc du coup, le Washington Post s'est retrouvé à avoir émis une information en ayant fait des conclusions hâtives, et donc il s'est évidemment rétracté en disant oui, finalement l'information n'est peut-être pas forcément vraie, etc. Vous avez même un organisme qui s'est quand même un petit peu, qui a remis un petit peu des pendules à l'heure, qui est un organisme d'information en temps réel, qui est un organisme suisse qui s'appelle Romandie. Et Romandie a carrément balancé un tweet sur Twitter, puisque l'agence France Presse évidemment avait repris l'information, puisque voilà, on est dans le dogme, hein, attention là, le moindre truc, les Russes, faut cartonner les Russes. Et Romandie a tout simplement rappelé à l'AFP en disant que ce serait sympa que l'AFP, avant d'émettre des informations, vérifie ses sources, parce qu'il y en a un petit peu marre que l'AFP relaie des fakes, hein, c'est-à-dire des fausses informations, des fausses nouvelles, même qui émanent pourtant d'un organisme pourtant soi-disant sérieux, qui est le Washington Post. Donc ça la fout un petit peu mal, si vous voulez. Alors c'est un exemple, hein, comme qu'il en existe un certain nombre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez certains organismes de presse qui sont repris par des réseaux d'information en France comme BFM, iTélé, LCI, alors que ces organismes de presse aux États-Unis, ces médias aux États-Unis, ne font que suivre finalement une vendetta contre Trump pour essayer de casser, de détruire et de provoquer la Russie. Alors, attention, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que les Russes ne font pas de l'espionnage. Sauf que, et je reprendrai d'ailleurs, j'ai mis un article qui était sur 20minutes.fr, et quand on lit l'article de 20minutes.fr, on se dit, mais c'est carrément de la propagande. C'est une propagande qui consiste à essayer de convaincre les gens de dire, regardez ce que les Russes font, c'est pas bien,
les Russes sont des méchants, mais on a complètement occulté l'idée, complètement occulté le principe que ce qu'on reproche aux Russes, eh bien, on le fait nous aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a oublié ce que la NSA a fait depuis des années, ce qui est même pire, parce que la NSA a exfiltré des informations et des données sur des gens comme vous et moi. C'est-à-dire que nous sommes des citoyens qui aujourd'hui ont des fichiers chez les Américains. Même pire, on a aujourd'hui la preuve qu'il y a eu des dirigeants européens qui ont été écoutés, qui ont été espionnés. Et aujourd'hui, on est en train de nous faire tout un pataquès parce que la Russie a fait du piratage aux États-Unis, parce que la Russie ceci, parce que la Russie cela. Donc, à un moment donné, vous vous dites, non mais, attendez, on est en train de reprocher aux Russes ce que nous faisons, nous aussi, vis-à-vis des Russes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Quand on dit que, oui, mais aux États-Unis, on a recensé apparemment un grand nombre d'espions russes. Parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas des espions en Russie. Enfin, vous voyez, et ça, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, et moi je le constate, c'est qu'aux États-Unis, vous avez des Américains qui aujourd'hui sont dans cet état d'esprit. Se dire, mais attendez, ok, que les Russes nous espionnent, qu'ils piratent, etc., bon ok, c'est pas bien, qu'on veuille se défendre par rapport à ça, ok, mais la façon dont c'est fait, la façon dont c'est dit, c'est fait d'une certaine façon, de telle manière à croire que nous ne sommes pas responsables de faire la même chose. C'est-à-dire qu'à la limite, il faudrait légitimer de pouvoir espionner les Russes, mais que les Russes n'aient pas le droit de nous espionner. Il faudrait légitimer de pouvoir pirater les Russes, mais que les Russes n'aient pas le droit de nous pirater. Voilà en gros le message qui est plus ou moins écrit entre les lignes. Donc évidemment, ce genre de propagande ne fonctionne pas. Et je pense qu'en France aussi, ce genre de propagande ne fonctionne pas, et enfin, ça en devient ridicule. Et malheureusement, malheureusement et heureusement, ce qu'est en train de faire Obama aujourd'hui aux États-Unis, il y a une grande partie, je ne dis pas tous les Américains, malheureusement, mais une grande partie des Américains qui sont en train de se dire, mais Obama, il pète un plomb. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est en train de nous faire une crise, à vouloir attaquer comme ça. Et alors, ça a été encore plus vrai quand vous avez, il y a maintenant un peu plus d'une semaine, vous avez Kerry qui a rajouté de l'huile sur le feu suite à la résolution de l'ONU concernant les colonies en Israël. C'est-à-dire que ça fait depuis 40 ans que Israël développe des colonies, gratte du terrain sur les territoires palestiniens et sur les territoires de Cisjordanie aussi. Mais jusqu'à présent, lorsque vous avez des pays comme par exemple la France, il fut un temps où la France aussi avait interpellé à l'ONU l'action de l'État d'Israël contre les intérêts palestiniens et contre le... On ne peut même pas parler de souveraineté, parce que justement, le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté des Palestiniens, d'où justement l'intérêt de certains pays à vouloir décréter une reconnaissance pour la création d'un État palestinien. Mais jusqu'à présent, évidemment, aux États-Unis, vu l'importance des lobbies, vu l'importance et l'influence du sionisme dans le système économique américain, donc très influent, jusqu'à présent, les États-Unis c'était toujours limité à ne pas prendre position et plutôt supporter Israël. Et là, du jour au lendemain, tout d'un coup, retour de veste, l'ONU qui nous sort un décret, une directive mettant en cause l'État d'Israël, comme quoi il faudrait peut-être arrêter, et nous décrétons que vos colonies, etc., sont illégales parce que vous grattez du terrain sur les terres de Palestine, et Kerry qui rajoute de l'huile sur le feu en disant qu'il est aujourd'hui une légitimité de reconnaître qu'il faut créer 2 États. Alors là, pensez bien que Netanyahou, etc., ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Certains aujourd'hui médias ou certains journalistes ou experts commencent à dire « Ah oui, mais là, Obama est en train de prendre du poil de la bête à la fin de son mandat, il est en train de faire ce qu'il n'a pas fait pendant 8 ans. » Et justement, c'est ça qui est problématique, c'est qu'il est en train de faire des choses qu'on
que peut-être des gens attendaient de lui, mais qu'il n'a pas fait pendant 8 ans. Et pourquoi il le fait maintenant? Pourquoi il le fait maintenant? Et on ne le dit pas pourquoi il le fait maintenant. Il le fait maintenant tout simplement parce qu'il veut foutre le bordel. Il veut foutre la merde pour laisser un gros tas de merde à Trump. Il veut foutre des bâtons dans les roues de Trump parce que Trump a décidé de se rapprocher de Vladimir Poutine, de se rapprocher de la Russie pour trouver des terrains d'entente et de coopération. Donc évidemment, ça va complètement à l'encontre de la politique qui s'était mise en place depuis maintenant quelques années. Mais il y a aussi une autre information que j'avais relayée, mais que quasiment aucun média, où il y a quelques jours, il y a quelques médias qui en effet l'ont un petit peu susurré, l'ont un petit peu survolé pour dire ah, voilà ce qui s'est passé, mais bon, on n'y met pas trop d'importance parce qu'on est en train de dire oui, mais enfin bon, c'est un peu de la poudre aux yeux parce que c'est pas très carré, ou truc comme ça. Mais c'est quand même formidable parce que c'est vraiment la preuve d'une mauvaise foi. L'information elle est simple, c'est qu'il y a un petit peu plus d'une semaine, vous avez un accord qui a été trouvé après une réunion d'un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu entre donc, la Russie, la Turquie, donc vous avez Poutine et Erdogan, et un certain nombre de groupes rebelles djihadistes en Syrie, pour mettre en place un cessez-le-feu, avec toute une organisation d'observateurs pour essayer de préserver le cessez-le-feu. Chose assez étrange, c'est qu'Erdogan a dit dans cette négociation, nous écartons Daesh et nous écartons Al-Qaïda. Ce qui n'est pas un hasard. Parce que si vous suivez l'actualité réellement par rapport à ce qui se passe en Syrie, vous savez pourquoi Erdogan a demandé à ce que ne soient pas inclus dans la réunion des représentants de Al-Qaïda ou de Daesh. Tout simplement parce que ces deux organismes sont des organismes qui sont des ersatz créés par les Occidentaux et plus particulièrement par les Américains via aussi les Saoudiens. Donc déjà, c'est une première claque. La deuxième claque, c'est évidemment la mise en place d'un cessez-le-feu avec, dans les coulisses, l'Iran. Mais ce que... Là, les médias, il y a quelques jours, on dit « Ah, voilà, la Russie, la Turquie a en effet mis en place un cessez-le-feu, mais étant donné qu'ils ont écarté Al-Qaïda et Daesh, ça veut dire que ces deux entités vont continuer tout simplement à faire la guerre. » Et donc ça paraît un petit... Mais non, c'est une première pierre qui a été posée. Et après, ça va certainement évoluer. Ça va évoluer dans le sens où les rebelles sont parfaitement au courant que de toute façon, il va y avoir un changement de politique aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump. Donc, beaucoup de groupes rebelles se disent on ne peut pas continuer comme ça parce que de toute façon, on va se retrouver isolé. Et en plus de ça, vu que de toute façon, la Russie est déterminée à soutenir son allié Bachar el-Assad, les rebelles se disent nous, on ne va pas continuer à faire une guerre, autant essayer de trouver des terrains d'entente, essayer de trouver des compromis pour essayer d'arriver à quelque chose qui va peut-être rétablir la paix et combattre l'État islamique et repousser l'État islamique dans ses retranchements. Donc voilà, c'est une première pierre. Ça ne veut pas dire que c'est un cessez-le-feu, mais c'est une première pierre. Mais c'est une première pierre qui a été posée, mais où les Occidentaux ont été écartés. C'est-à-dire que là, les Européens et les Américains, en sachant pourtant que la Russie a proposé, c'est-à-dire qu'elle a fait une porte ouverte à la négociation pour les Européens et les Américains. Mais les Américains ont refusé. Pire, les Américains ont dit aux Européens, surtout, n'acceptez pas l'invitation de Poutine pour la négociation de cet accord. Donc, voilà, et un petit peu en travers de la gorge. Mais ce que les médias n'ont pas relayé, c'est que cet accord est un accord évolutif avec porte ouverte. Ça veut dire que dans les coulisses, il y a l'Iran. Et la porte ouverte a été aussi mise en place parce que l'Égypte, cette coalition entre Russie, Turquie, avec l'Iran dans les coulisses, l'Iran veut essayer de trouver des possibilités de pouvoir amener d'autres pays du Moyen-Orient ou du nord-africain, au possible, pour essayer d'amener une situation de stabilité. Et l'Égypte, donc, s'est vu proposer la porte ouverte pour devenir un pays observateur du respect et de la mise en place d'un accord de cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher un partenaire
on va dire neutre, plus ou moins, pour... mais, ce qui est formidable, c'est que l'accord qui a été signé entre Erdogan et Poutine sur le cessez-le-feu en Syrie ouvre également une porte aux États-Unis. Mais Poutine et Erdogan ont dit « Nous ouvrons la porte à l'évolution des négociations de cessez-le-feu aux États-Unis uniquement à l'administration de Donald Trump. » C'est-à-dire que là, c'est clair, net, précis, c'est une claque sur les fesses d'Obama. Et ça, évidemment, Obama n'a pas du tout supporté, et il a pété un plomb. Il a pété un plomb, et voilà le résultat qu'on a depuis quelques jours, depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant. Le mec est en train de gesticuler dans tous les sens pour essayer de convaincre le peuple américain, l'opinion publique américaine, que la Russie va nous faire des coups fourrés, que la Russie va nous plonger dans la guerre, que la Russie... Enfin, là, la Russie, c'est le mouton noir. Voilà, c'est devenu le mouton noir de Washington. Enfin, ça devient ridicule, mais le pire dans l'histoire, c'est que malheureusement, les Européens suivent. Ils suivent comme des moutons, et voilà. Et je pense que malheureusement en France, il y a beaucoup de gens qui ont compris aussi ça. Il y a beaucoup de Français, je pense, comme aussi, je pense, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Britanniques, d'Espagnols, d'Italiens, d'Européens, qui se sont dit, non, attendez, là, il y a un truc qui ne va pas, c'est un pétage de plomb. Là, Obama, il montre finalement son vrai visage. C'est-à-dire que, en effet, on a tellement sublimé l'individu parce qu'il a une certaine cote de sympathie. On peut lui reconnaître qu'en effet, ça a été un bon président américain, qui a été sympathique, qui a été communicatif, qui a redoré un petit peu l'image des États-Unis. Mais en politique, en 8 ans de mandat, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. L'Obamacare, il faut savoir que l'Obamacare, qu'on présente comme étant une révolution aux États-Unis en matière d'accès à la santé, non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pas du tout ce que les Américains espéraient. Et il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui d'assurance santé qui sont en train qui attendent justement que là, d'ailleurs, les républicains sont dans les starting blocks pour commencer dès le mois de janvier à torpiller l'Obamacare parce que ça a détruit, on dirait, une certaine stabilité dans le business. Alors attention, je dis bien le business de l'assurance santé aux États-Unis. Et ça n'a pas du tout résolu le problème. C'est-à-dire que, en effet, ça a amené des gens sur le marché de l'assurance santé qui n'avaient pas d'assurance santé. Mais le problème, c'est qu'on a récupéré des gens qui aujourd'hui payent une assurance santé à la mesure de leurs moyens, mais malheureusement qui n'ont pas accès véritablement à des services de soins efficaces. C'est-à-dire que c'est un peu comme si demain, en France, on disait la sécurité sociale, on va créer différents niveaux, différentes méthodes de paiement suivant les bourses, mais ceux qui auront les moyens de payer 50 ou 60 euros par mois d'assurance santé, au fait, vont avoir un minimum de prestations. C'est-à-dire que les médicaments ne seront pas remboursés, les soins ne seront pas remboursés, la visite médicale chez le médecin ne sera pas remboursée, et que on remboursera peut-être que 50% de frais médicaux et d'hospitalisation si la personne a besoin d'être hospitalisée. Enfin, vous voyez, c'est un truc qui ne sert à rien. C'est un truc qui va collecter de l'argent, mais ce que vous collectez va servir finalement à l'entreprise pour faire de la spéculation, pour s'enrichir, mais finalement vous allez payer pour rien. Et c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il y a eu des contrats qui ont été développés, des contrats pas très chers, mais avec des conditions. Pour vous donner un exemple, moi j'ai vu une fois sur une société, j'ai vu un contrat où vous payez 150 $ par mois, je crois, 150 $ par mois, mais par contre, la couverture ne fonctionne qu'à partir d'au-delà de 7 000 $. C'est-à-dire finalement tout ce que vous allez dépenser, tous les soins que vous allez faire en dessous de 7 000 $, en fait vous devez le payer et vous n'êtes pas remboursé. Voilà, vous serez uniquement remboursé sur tout ce qui va coûter plus cher que 7 000 $. Donc ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'à la limite, mais par contre, pendant tous les mois, 150 $. C'est-à-dire qu'à la limite, heureusement, si vous n'êtes pas
sujet à une maladie, ou si vous n'avez pas besoin d'aller être hospitalisé pour quoi que ce soit, mais des fois quand vous avez peut-être des médications, des traitements, etc., en fait vous payez, voilà, et vous n'êtes pas remboursé. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple de ce que l'Obamacare a été de catastrophique. Donc voilà, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'Américains qui attendent impatiemment qu'arrive le 20 janvier pour qu'Obama dégage, parce que là, ça commence à devenir un grand n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que à partir du 20 janvier, on va y gagner, parce que vu ce qui va être mis en place en matière d'administration chez Trump, même si ça risque d'être assez comique, ça risque d'être totalement différent, on a quand même des gens relativement radicaux. Aujourd'hui, en analysant un petit peu la situation, moi je fais partie des gens qui considèrent que, à mon avis, Trump ne finira pas ses 4 ans. Il finira pas ses 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui collent pas. Bon, malheureusement, comme je dis très souvent, pour l'instant, ne jugeons pas, attendons de voir ce qui va se passer, attendons de voir comment les 100 premiers jours vont se passer, parce qu'il faut quand même rappeler que Donald Trump s'est engagé à faire certaines choses sur les 100 premiers jours, hein, donc on va voir comment ça va se passer, hein, c'est là-dessus que les Américains vont juger sur pièce, pour se dire que finalement, peut-être qu'ils ont bien fait, ou peut-être que finalement, c'est la fin des haricots, et qu'après avoir essayé pendant des années l'idéologie et la politique républicaine, l'idéologie et la politique démocrate, et que là on met en place un millionnaire qui n'est pas forcément un républicain, et que finalement ça ne marche toujours pas, je pense, voilà, on va voir ce que ça donne, mais ça risque d'être comique, relativement comique. Donc à voir, à suivre, ça va être évidemment très intéressant à suivre. À suivre également, évidemment, en France, on va commencer à voir la campagne présidentielle, hein. Alors évidemment, ça se bouscule un peu au portillon. Là, on a eu l'affaire de la primaire socialiste. Vous avez l'affaire de Philoche. Philoche a été écarté, soi-disant parce qu'il n'avait pas les parrainages, etc. Donc, déjà, bonne preuve de démocratie. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas insisté sur le fait que sur les personnalités qui sont retenues pour la primaire de gauche, il y a 2 personnes qui on n'a pas demandé qu'ils aient de parrainage, parce que c'est des gens en fait qui viennent d'autres partis. Je crois que vous avez un candidat écologiste et un autre candidat d'un parti d'extrême gauche, je crois. Mais en fait, c'est des souffre-douleurs. C'est-à-dire, en fait, c'est juste des pantins, des guignols pour dire, vous voyez, on a ouvert la primaire à des gens, mais en fait, ces gens-là, déjà, ils sont sûrs d'être éliminés, et de juste servir l'intérêt des autres, de se dire, vous voyez, on a fait une primaire avec 6 personnes, 7 personnes, alors qu'en fait, il y en a 2-3 qui de toute façon, sont convaincus déjà de moins d'avoir la place, que les autres vont être écartés. Sauf que, évidemment, le choix entre Montebourg, Hamon et Valls, les socialistes, bon courage, hein, parce que ça va être comique. Même si on entend des sons de cloche surtout sur Internet, qui dit que pourtant les gens ne veulent pas de Valls, moi je serais tenté de dire quand même que Valls risque d'être quand même mis en tête de liste, hein, parce que bon, sincèrement, je ne vois pas Montebourg et Hamon aller au présidentiel. Bon, même si de toute façon, en étant tout à fait honnête, je pense que les socialistes, ils ne devraient même pas y aller. Ça ferait des économies, je pense. Je pense que le bilan Hollande, Valls, Ayrault est une catastrophe. Donc ça entache considérablement la politique. Puis en plus de ça, vu au Parti socialiste comment il y a eu la considération par rapport à des dissidents, par exemple les dissidents, les voix dissidentes qui se sont levées contre Hollande et sa politique, et vu comment Cambadélis a traité ces gens-là, c'était genre, c'est le parti dictatorial, tout le monde doit suivre le président, personne ne doit contester, personne ne doit rien dire, personne ne doit critiquer. Au niveau des gens qui se disent de gauche, des Français socialistes convaincus, etc., ça fait un froid quand même.
Et je pense qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, on va voir un peu ce que ça va donner avec la primaire. Ils espèrent peut-être faire un meilleur résultat, une meilleure participation que la droite, ils y croient, et on va voir. Ça sera, on va dire, un petit peu une estimation, une vision un petit peu de voir comment la participation se fera pour la primaire socialiste. Mais bon, voilà, je pense que les socialistes, c'est clair et net, de toute façon, ils ne passeront pas le premier tour. Donc ça se fera, oui, ça se jouera, de toute façon, Marine Le Pen, Fillon, je pense que c'est bien parti pour être comme ça. Maintenant, moi j'entends des gens qui disent oui, mais de toute façon, il faut voter Marine Le Pen, elle passera au premier tour. Non, on ne passera jamais au premier tour parce que justement, ils ont multiplié le nombre de candidats pour éviter qu'elle puisse atteindre ne serait-ce même 40%. Par contre, si oui, elle dépasse 40% au premier tour, là, ça peut être intéressant. Je pense que la bataille de deuxième tour risque d'être assez costaud. Bon, mais on n'échappera pas certainement à cette conviction qui ne change pas chez un grand nombre de Français de faire du vote barrage. En 2012, je pense qu'on peut dire que le nombre de Français qui ont voté Hollande l'ont fait non pas par choix, mais par dépit. Donc ça fera pareil. Aujourd'hui, il y a, je pense, une très forte chance de possibilité que beaucoup de Français vont voter Fillon, non pas par choix, mais par dépit, parce qu'ils ne veulent pas voter Front National. Donc, à mon avis, il y a 80% de chances que Fillon soit élu président de la République. Très sincèrement, moi je pense que ce qui serait mieux, ce serait que Marine Le Pen soit élue présidente. Non pas parce que je pense qu'elle a le programme pour, mais je pense qu'au moins ce serait la preuve d'avoir essayé la droite, la gauche, au moins de mettre le Front National, et puis les Français comme ça pourront juger sur pièce, et puis peut-être que on sera au même niveau que les Américains, se dire bon voilà, tout est foutu, on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit, donc là faut qu'on se bouge le cul, faut qu'on change les choses, voilà, par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire confiance à des politiciens. Les politiciens ne peuvent plus rien faire, donc c'est à nous de reprendre les choses en main et de reprendre nos destins en main. Enfin, on va voir. De toute façon, on a 5 mois pour voir comment ça va tourner. Oui, puis dans la campagne, Macron, c'est ce que moi j'appelle le test. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moyen pour l'establishment, pour l'Europe, de voir comment les Français vont accéder à ce concept d'un type qui ne vient pas de l'univers politique, qui est apolitique, on va dire, parce qu'il se dit ni de gauche ni de droite, qui vient de la finance, puisqu'il vient de chez les Rothschild, et voir comment quel impact il va avoir. Alors évidemment, il ne va pas attirer un électorat énorme, mais s'il attire un électorat, c'est ce qui va lui permettre déjà de négocier dans l'entre-deux tours peut-être un poste dans le gouvernement de celui qui sera élu. Je pense que c'est un businessman, c'est un négociateur. Mais c'est surtout un moyen de voir quelle notoriété ça a, d'incrémenter dans la politique française un individu qui n'est pas un politique, proprement dit. C'est un peu comme Donald Trump, c'est pareil, Donald Trump s'est bombardé dans le système, alors que c'était pas quelqu'un de particulièrement fixé politiquement, qu'il l'est toujours pas d'ailleurs, même s'il a gagné la primaire républicaine, c'est pas un républicain proprement dit. Macron c'est pareil, mais voir un peu comment ça va fonctionner, comment la recette va fonctionner vis-à-vis des Français. Donc ça c'est pareil, faut voir comment ça va tourner. Qu'est-ce qu'il va falloir suivre aussi ? L'Allemagne aussi, parce que va y avoir aussi des élections en Allemagne. La chancelière Merkel, un petit peu en ballottage. À Cologne, ils ont évité le pire. Sauf que, à l'inverse, maintenant, ils se font attaquer parce qu'évidemment, ils ont fait un filtrage sur l'accès à la ville et que le filtrage a été forcément à la gueule du client. C'est-à-dire qu'ils ont forcément contrôlé les gens qui avaient des profils plutôt nord-africains, maghrébins, etc. Donc évidemment, là, ça fait tout un four. N'empêche que le résultat est là, c'est qu'il y a eu très peu de problèmes d'insécurité le jour de l'an à Cologne. Donc voilà, c'est à surveiller.
On a en France la tradition du Nouvel An avec les voitures brûlées. Formidable aussi, nous avons un ministre de l'Intérieur qui s'est évertué à utiliser un terme pour essayer de minimiser finalement le phénomène, alors que malheureusement, je pense que les gens qui viennent de perdre leur voiture, qui se sont fait agresser le jour de l'an, etc., apprécieront le propos du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, on a quand même Le Monde, ou je crois Le Figaro, qui a pondu un article avec des statistiques qui sont quand même accablantes, qui annonce quand même un chiffre énorme de plus de 3 millions, je crois, je vérifie, 3,7 millions de crimes et délits enregistrés en France en 2016. Une paille. C'est juste 3 millions, c'est pas grand-chose, hein. Ça pourrait être pire. Donc voilà, on minimise tout. On minimise le fait que dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez des flux de migrants qui commencent à remonter, alors qu'ils ne retournent pas exactement à l'endroit où se trouvait la jungle près de Calais. Ils sont maintenant à quelques dizaines de kilomètres de Calais. Mais voilà, il y a un nouveau camp qui est en train de se reformer. Là, c'est pareil. Les médias n'en parlent pas, donc l'histoire de dispatcher les migrants et les réfugiés de Calais, ça commence à partir en couille parce qu'il y a certaines communes qui ont rendu compte que certains nombres de leurs migrants qu'ils avaient acceptés ont disparu, sont partis dans la nature. On a même en Suisse, ils viennent de se rendre compte que sur les demandeurs d'asile, il y en a 8000 qui finalement n'ont pas attendu le processus administratif et ils ont disparu. Donc ils ont disparu certainement, qu'ils sont allés soit en France ou sont quelque part en Belgique ou en Hollande pour essayer de traverser la Manche, parce que ils se disent que pourquoi demander une demande d'asile dans un pays où de toute façon ils vont rien nous donner. C'est un peu le bordel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, en Italie, vous savez, les Italiens ont voté, ils ont dit non à la réforme. Donc on a switché un Premier ministre, un qui est parti, on en a repris un autre. Et là, on essaie de trouver d'autres solutions pour continuer à prendre les Italiens pour des cons. Et les Italiens, ils vont devoir payer une facture. Ils vont devoir payer 5,5 milliards d'euros. Tout simplement parce que l'État italien a décidé de nationaliser une banque, la Monte dei Paschi, la fameuse Monte dei Paschi qui depuis plusieurs, on va dire peut-être depuis 2 ans même maintenant, était au bord de la faillite, qu'on a essayé de maintenir à flot, et qui, lorsqu'on a commencé à négocier depuis quelques semaines pour essayer de trouver une solution pour éviter qu'elle fasse faillite, on lui a dit voilà, sur 5 milliards machin, ah mais non, tout compte fait, il nous faut 8 milliards. Bon, là l'État a dit non, pas 8 milliards, nous on vous donne 5 milliards pour vous relancer, par contre on vous nationalise, petite nationalisation. Donc voilà, c'est-à-dire que les Italiens vont être heureux d'apprendre que, au lieu de laisser couler la Monte Paschi, parce qu'on a tellement peur qu'il y ait un effet domino à l'échelle européenne, eh bien on va leur faire payer la facture de 5,5 milliards d'euros pour sauver une banque qui va finalement continuer à spéculer, continuer à engendrer toujours plus de plus-value pour les plus riches, comme vous avez en Allemagne des banques qui commencent maintenant à faire payer des frais à leurs clients, à faire payer des frais sur les épargnes, etc. C'est-à-dire que voilà, petit à petit est en train de s'installer un hold-up finalement, un hold-up. C'est le terme, je vous le dis, un hold-up. C'est-à-dire que d'un côté, on va commencer à vous ponctionner de l'argent sur vos comptes avec des frais inventés, avec des taxes inventées. On va vous envoyer un petit courrier avec des changements de conditions de vos contrats, etc. Mais ça va être tellement écrit en petit. C'est le genre de document que les gens ne lisent jamais. Mais comme vous n'allez pas le lire, vous n'allez pas vous rendre compte que finalement votre banque s'autorise le droit de vous ponctionner 5 ou 10% de votre compte si la banque se retrouve en situation de redressement, de mise en faillite ou trucs comme ça.
Là, vous avez les assurances vie. Là, les gens, il y en a très peu qui savent que leur assurance vie va pouvoir être bloquée. C'est-à-dire que si vous allez, ceux qui sont à la Société Générale, par exemple, qui vont vouloir récupérer dire voilà, moi je veux fermer mon assurance vie, je veux récupérer mon pactole. Bon courage, parce que je pense qu'à mon avis, vous n'êtes pas prêt de revoir le fric. Ou alors on fera tout pour faire traîner des procédures de telle manière à ce que vous soyez découragé et que finalement on fasse comprendre, bah ouais, mais bon, finalement, laissez-nous gérer gardez votre assurance vie, ça sert à rien. Pourquoi vouloir retirer l'argent? Tout sera fait pour éviter que vous récupériez vos billes. On va vous conditionner cette année, on va vous marteler cette année sur la disparition de l'argent liquide. Parce que voilà, on veut vous supprimer votre capacité peut-être de vouloir récupérer votre argent en argent liquide, en devise. Là, apparemment, il va y avoir une expérience, je crois en Suède ou Danemark, ou je ne sais plus dans quel pays nordique. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie du plan. Hein. Vous retirez la capacité de garder le contrôle sur votre patrimoine financier. C'est-à-dire que demain, on va vous empêcher, par exemple, de récupérer 200 ou 300 € et de le filer de la main à la main à quelqu'un. On va vous empêcher, par exemple, d'acheter une voiture d'occasion en espèces. On va vous empêcher, par exemple, de sortir de l'argent liquide pour faire des économies et puis éviter que votre banque vous ponctionne le jour où elle va être en faillite. Voilà, c'est des tas de choses. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, ça va peut-être pousser les gens, alors soi-disant, ça peut aider à lutter contre le marché noir, contre les marchés parallèles, etc., contre l'évasion fiscale aussi, le travail au black, etc. Sauf que le problème, c'est que les mecs, ils n'ont pas réfléchi, c'est que forcément, les gens qui ont ces pratiques vont se rabattre sur d'autres devises. Et quelle est la devise sur laquelle, éventuellement, les gens vont pouvoir peut-être se rabattre? Une devise qui, je vous le garantir, n'est pas prête de supprimer l'argent liquide. Billet vert, ça vous dit quelque chose? Hein, c'est un bon procédé pour revaloriser le dollar. Imaginez demain en euros, vous ne pouvez plus payer en euros en liquide. Vous pouvez uniquement payer en monnaie virtuelle. Tous ceux qui ont besoin de payer vont se rabattre sur le dollar. Donc à partir du moment où ça va faire circuler de la devise en Europe, ça va faire circuler du dollar en Europe, le dollar va se substituer à l'euro dans des transactions, même si elles sont des transactions illégales, ou légales aussi. Donc ça va permettre de revaloriser. Donc c'est un coup d'État finalement, coup d'État monétaire qui est en train de se mettre en place. Donc, enfin voilà, c'est le genre de choses qui va certainement être sur lequel on va vous marteler pendant l'année 2017. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le ton monte, on va continuer à alimenter les conflits intercommunautaires, interethniques, et on va alimenter tout ça. On va mettre de l'huile sur le feu, on va continuer à faire des attentats un peu à droite à gauche, on va continuer à pousser les gens à inconsciemment stigmatiser les musulmans. Oui, ça va continuer. Hein, donc, ça sert à rien de faire des pronostics parce que ça risque d'être compliqué de faire des pronostics. Donc voilà, je pense que l'année 2017 sera une continuité de l'année 2016. À ceci près, évidemment, comme je vous le dis, c'est qu'évidemment, le phénomène Trump risque d'apporter pas des perceptions, mais des orientations qu'il va falloir surveiller. Parce que, comme je vous le dis, Trump, pour l'instant, a plutôt une image de quelqu'un qui a l'intention de cartonner, de mettre un peu le coup de pied dans la fourmilière, etc. Alors que aux États-Unis, vous avez déjà des gens qui ont un petit peu peur pour l'environnement parce que Trump est déterminé à vouloir acquérir pour les États-Unis une indépendance énergétique, donc ça veut dire peut-être certainement surdévelopper, surdynamiser, doper l'exploitation de schiste, tirer des pipelines partout, etc. Donc
forcément, en matière d'environnement, ça risque de poser des problèmes. Donc voilà, je pense que à partir du 20 janvier, ça va être intéressant de voir comment les choses vont tourner. Personnellement, je pense que ça ne va pas tourner dans le bon sens. Parce que tout simplement, le pouvoir aujourd'hui, il est entre les mains de gens qui, de toute façon, ne laisseront pas faire Trump. Donc c'est pour ça que je dis, soyez assurés que Trump ne fera pas ses 4 ans. S'il fait ce qu'il a l'intention de faire, s'il fait dans l'état d'esprit où il est, il ne fera pas les 4 ans, il ne finira pas ses 4 ans. Ou il finira par se plier. Il finira par se plier, c'est-à-dire que les Américains qui ont voté Trump vont se rendre compte que finalement Trump, progressivement, va s'aligner sur exactement la même politique qu'Obama s'est aligné, que Bush s'est aligné, voilà, ça va être une continuité d'une expansion, d'un interventionnisme, d'un dogme américain et même en Europe. Même si en Europe, ça commence un petit peu à partir en vrille, mais on est quand même en face de gens à Bruxelles qui, aujourd'hui, ont su démontrer leur capacité, leur détermination à certainement instaurer un tôt ou tard une dictature. Parce que, voilà, pour eux, c'est un dogme. À ceci près, c'est que si avant la fin de l'année, si Marine Le Pen est élue présidente, si avant la fin de l'année elle organise ce fameux référendum et que la France est destinée à quitter l'euro, moi je vous parie mon billet que l'euro sera sabordé par l'Allemagne avant même que la France n'engage ses processus de sortie de l'euro. Parce que l'euro et l'Union européenne sans la France, l'Allemagne ne pourra pas assumer, l'Allemagne ne pourra pas assurer toute seule le fonctionnement de l'Union européenne. Donc elle préférera faire exploser l'Union européenne avant même que la France ne la quitte. Voilà, ça c'est une spéculation qui me paraît tout à fait logique et sensée par rapport au dogme et à la politique aujourd'hui menée à Bruxelles. Maintenant, voilà, tout sera déterminant de l'élection présidentielle, même si je ne suis pas totalement convaincu que les choses vont changer. Au contraire, je pense que ça risque d'empirer. L'un dans l'autre de toute façon, puisque de toute façon il y aura toujours des gens pour dans les coulisses tirer les ficelles et foutre le bordel, quel que soit le candidat qui sera élu. Donc après tout dépend dans quelle orientation, dans quel état d'esprit ça pourra se construire. Donc voilà, donc beaucoup de choses à suivre pour l'année 2017, ça risque d'être assez mouvementé je pense. D'ici là, suivez l'actualité. Ça va beaucoup rebondir dans les mois à venir. Et puis encore une nouvelle fois, bonne année, bonne santé à tous. Et merci d'être toujours aussi nombreux. Et même j'ai pu remarquer qu'il y avait de plus en plus maintenant de gens en provenance de Russie, par exemple. J'ai vu des gens qui fréquentaient le site qui venaient d'Iran, d'Italie, d'Allemagne. L'Allemagne je viens de voir que sur le blog, il y a des gens d'Allemagne aussi qui fréquentent le blog. Donc merci à vous tous, même si le blog est essentiellement francophone, où certains articles sont des articles en anglais. Merci à vous tous de me suivre. Grâce à vous, nous avons atteint sur le blog plus de 20 000 vues, ce qui est quand même pas mal. 20 000 vues, hein, c'est pas mal, surtout pour un petit blog qui essaie de faire son petit trou. Hein. Pour l'instant, c'est pas mirobolant. Et je le rappelle, je ne touche absolument aucun revenu de cette activité. Je fais ça gratuitement, je fais ça pour diffuser des informations diverses et variées, parfois contradictoires, mais justement, c'est à vous de vous faire votre opinion, c'est à vous de faire le tri, de faire votre propre opinion sur tous ces événements. Et puis, eh bien, on se retrouve
très prochainement pour une nouvelle vidéo. On se retrouvera certainement peut-être le 20 ou 21 janvier pour faire un petit peu un état de comment s'est passé l'investiture d'Obama, de Trump, le lapsus, de Trump, parce que il y a aujourd'hui déjà des organisations qui veulent absolument perturber cette journée. Donc certainement qu'on aura on fera une petite vidéo le 20 ou 21 janvier prochain. Merci à tous pour vos commentaires, pour même dire bonjour, l'adresse email ici, info ou intox @yahoo.com, non, gmail.com, pardon, gmail.com. Merci à tous, à très bientôt, bye bye, et portez-vous bien, et surtout, gardez la santé, c'est l'essentiel.